Bienvenue dans cette session donc pour sur que vaut mon entreprise et donc pour découvrir les différentes méthodes de valorisation. Alors cette session, elle a lieu dans le cadre de la semaine de la transmission. Donc c'est toute une semaine du 18-19 qui est consacrée à la reprise et à la transmission d'une entreprise. Alors il reste encore 3 jours de session, donc n'hésitez vraiment pas à aller jeter un petit coup d'œil au reste du programme. Et notamment, je vais vous donner quelques ateliers qui sont très, très intéressants. Donc, on a un atelier, par exemple, demain à 10 heures sur les structures d'accompagnement, donc les structures qui peuvent vous accompagner dans la vente ou la reprise d'une entreprise. On a également des speed coaching avec des experts mercredi, jeudi et vendredi. Il y a encore de la place, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Et alors, on a également un atelier sur la reprise de sociétés en faillite, très intéressant, donc vendredi à 9h30, et un atelier sur les spécificités et les enjeux de la transmission familiale qui a lieu également vendredi après-midi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur le reste du programme. Les inscriptions sont toujours ouvertes. Alors voilà, revenons un peu donc à cet atelier qui nous rassemble cet après-midi. Et donc, nous avons l'opportunité de recevoir Monsieur Bognan, expert en transmission et qui accompagne dans ce cadre de nombreux entrepreneurs dans la session de leur entreprise. Voilà, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle donc Jean-Marc Bogelman. Je suis intermédiaire en transmission d'entreprise depuis déjà 10 ans. C'est-à-dire que je suis en fait le premier contact de l'entrepreneur, qu'il s'agisse d'un acquéreur ou d'un cédant, pour l'aider dans son projet d'acquérir ou de céder une société. Et en fait, ce que l'on a souhaité faire avec le 18-19, c'est à travers cette présentation vous donner une idée extrêmement concrète, basée sur l'expérience de comment tout ceci a lieu, plutôt, je dirais, que d'utiliser des supports un peu trop théoriques tirés des livres. On a préféré vraiment rester dans du dur pour que la prochaine fois que vous serez confronté à une question de valorisation, et bien pratiquement, vous sachiez quoi faire pour vous en tirer au mieux. La première des choses que nous allons voir ensemble, c'est pourquoi, je vous demande une toute petite seconde, pourquoi une valorisation est importante. Alors, évidemment, quand on se pose cette question, il y a voilà, c'est ce que je voulais avoir. C'est la présentation générale de ce que nous allons parcourir ensemble, l'agenda de toute la session. Première chose que nous allons donc voir, c'est pourquoi, pour un acquéreur ou un cédant, il est extrêmement important d'avoir une valorisation qui, si vous êtes cédant, ne va pas brader la valeur de votre entreprise. Si vous êtes acquéreur, ne va pas surestimer cette valorisation. Une fois qu'on aura vu cette question un peu d'introduction, on va s'intéresser au processus de la valorisation, c'est-à-dire très concrètement, quand on veut faire une valorisation d'entreprise, quelle est la bonne méthodologie pour y parvenir? La troisième chose, c'est qu'on verra que entre la valeur, autrement dit ce qui va résulter de cette valorisation dont on parlait à l'instant, et le prix auquel effectivement l'acquisition ou la cession va être signée, il y a toujours un écart. Et on verra au cours de ce chapitre 3 quelles sont les raisons pour lesquelles cet écart existe. Ça n'a rien d'anormal. En 4, on consacrera aussi un peu de temps à rappeler un petit peu comme la conséquence de tout ce que l'on aura dit auparavant sur la valorisation, à quel point il est important quand on est vendeur et aussi quand on est acquéreur d'être extrêmement actif avant que l'entreprise ne soit mise en vente. À cette occasion, d'ailleurs, vous savez peut-être que à la fin de cette présentation, ce que l'on essaiera pour être sûr que les messages clés sont bien ancrés dans ce que vous aurez retenu, on fera un exercice qui va vous montrer comment on peut en fait choisir
les axes les plus importants pour être un vendeur ou un acquéreur actif, pour avoir un maximum de rentabilité dans les actions qu'on va mener. Après ça, on verra un certain nombre de trucs, une fois de plus enseignés par l'expérience. Et évidemment, on réservera aussi du temps à vos questions, en espérant qu'elles seront nombreuses. Et pour clore donc cette présentation, ce que nous ferons, c'est 2 exercices pratiques. Un premier exercice où je vais vous parler d'un outil qui s'appelle le SWOT croisé. Alors c'est un terme un peu barbare. Le SWOT, je pense que c'est un terme dont vous avez déjà entendu parler. Le SWOT croisé, c'est en fait un dérivé d'un SWOT où on s'intéresse aux forces, faiblesses, opportunités et menaces, mais qui a l'avantage d'être beaucoup plus pertinent et profond dans les conclusions qu'il permet d'obtenir. Et le deuxième exemple pratique que nous ferons, eh bien, c'est un exemple où je vous montrerai concrètement comment on met en œuvre le processus de valorisation sur un cas concret. Alors, malheureusement, la technologie que nous avons aujourd'hui ne nous permet pas de vous faire participer à ces exemples. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, je serai un petit peu trop présent à parler sans pouvoir bénéficier de vos propres commentaires. Mais une fois de plus, la technologie ne nous offre pas d'autre choix aujourd'hui. J'attaque donc avec le premier chapitre. Pourquoi la valorisation est importante? Alors, quand on se place du côté cédant, ce qu'il est important que vous sachiez, c'est que quasiment systématiquement, quand on parle avec un entrepreneur qui souhaite céder sa société, eh bien, cet entrepreneur a toujours une idée très optimiste de la valeur qu'il va pouvoir retirer de cette vente. Pourquoi? Eh bien, évidemment, parce qu'il a travaillé 20-25 ans dans l'entreprise considérée, il a énormément de sentiments qui sont venus se cristalliser autour de cette entreprise, et donc il est important que l'entreprise ne soit pas bradée, parce que avoir un bon prix qui vous satisfera comme cédant, eh bien, au niveau psychologique, c'est une façon de reconnaître les efforts que vous avez faits et le talent que vous avez déployé à créer l'entreprise en question. Et puis, autre chose, beaucoup moins, je dirais, psychologique, mais extrêmement concrète, c'est que les cédants sont souvent des gens qui ont été en statut d'indépendant très longtemps au cours de leur carrière, et donc l'argent qu'ils vont retirer de la cession de leur entreprise, ça va être un élément, et parfois un élément significatif, du plan de retraite pour mettre la famille du cédant et le cédant lui-même à l'abri du besoin financier. Quand on se place du côté acquéreur, eh bien, là, on peut envisager 3 situations. La situation, c'est la situation optimiste, où le fait d'acquérir à un bon prix, à un prix qui ne soit pas exagéré, va vous permettre de maximiser la plus-value que vous allez réaliser pendant que vous serez donc à la tête de l'entreprise et que vous la revendrez 4-5 ans après. Ça, c'est l'hypothèse optimiste. Le problème est que si vous achetez trop cher, eh bien, il se peut que ce prix d'acquisition, avec toutes les échéances d'emprunt qui vont intervenir pour rembourser l'emprunt, sera tel que eh bien, votre niveau de vie au cours de la période d'activité risquera d'être très en dessous de vos attentes. Alors ça, c'est un scénario qui évidemment n'est pas optimiste, mais qui n'est pas encore le plus pessimiste, puisque le plus pessimiste des scénarios, si vous achetez à un prix trop fort, eh bien, c'est que vous ne soyez pas capable de rembourser des échéances d'emprunt, ce qui peut conduire donc jusqu'à une faillite personnelle. Donc, le message derrière tout ceci, c'est que vous soyez cédant, que vous soyez acquéreur, la valorisation que vous allez faire de l'entreprise, soit cédée, soit cible, est extrêmement importante. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est que la valorisation, ça paraît être une chose à la fois extrêmement compliquée et puis finalement relativement simple. Pourquoi?
Parce que quand vous regardez toute la littérature qui gravite autour de la valorisation d'entreprise, et en particulier celle de l'IASC, qui veut dire l'International Accounting Standard Committee, qui est un petit peu l'organisation mondiale qui dicte les règles mondiales de comptabilité et aussi de valorisation d'entreprise, eh bien, vous avez plus de 90 méthodes qui sont reconnues. Aucune des méthodes n'est mauvaise, aucune des méthodes est bonne. Il y a simplement des méthodes que l'on doit appliquer à des situations particulières. Donc, une complexité apparente. Mais quand, en fait, vous essayez de rapporter ceci à la réalité des choses, eh bien, il y a toujours un crash test auquel aucune méthode ne résiste. C'est que pour qu'une valorisation soit correcte, il faut que l'ensemble des flux de trésorerie qui vont être générés par l'entreprise que vous avez achetée à l'issue d'une période de temps raisonnable. Alors, ce caractère raisonnable, il est entre 5 et 8 ans aujourd'hui, et il va dépendre en fait du taux de risque qui est attaché à votre secteur d'activité. Eh bien, le crash test est que pour que la valorisation ait été bonne à l'origine, il faut que les cash flows qui vont résulter de votre activité ensuite, dans cette période de 5 à 8 ans, permettent le remboursement. Donc, complexe, mais simple également. Quel est en fait le processus qui va permettre concrètement de réaliser une valorisation? Eh bien, en fait, une valorisation correcte, c'est une valorisation qui est basée sur une performance économique qui est pertinente. On viendra détailler ce que cela veut dire précisément, au cours d'une période de référence qui, elle aussi, est pertinente. Et enfin, pour que la boucle soit bouclée en termes de qualité de la valorisation, il faut que la méthode de valorisation que vous allez appliquer à cette performance pendant cette période soit aussi la bonne. Alors, intéressons-nous d'abord à cette notion de performance pertinente. Ce que l'on veut dire par là, c'est que, vous savez, il y a plein d'agglomérats comptables et financiers qui peuvent servir. On peut parler d'EBITDA, on peut parler de cash flow, on peut parler de résultats économiques, on peut parler de résultats comptables. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les résultats de la comptabilité, évidemment, sont importants pour l'entreprise, mais ne seront jamais ceux que l'on va retenir pour procéder à une valorisation. Pourquoi? Eh bien, parce que ces résultats comptables, ils sont toujours pollués par tout un ensemble de considérations fiscales, par exemple, la volonté de réduire la base d'imposition, euh, financier, par ailleurs, parfois on a besoin de présenter un bon bilan à sa banque pour obtenir un emprunt, ou sociaux. Il arrive que vous ayez dans votre personnel des gens dont la productivité ne justifie pas vraiment qu'ils vous coûtent un salaire, mais pour une raison sociale, vous tenez quand même à leur fournir cet emploi. Eh bien, tous ces éléments polluants, on va les sortir du résultat comptable pour arriver au résultat économique qui sera la seule base importante pour faire la valorisation. Alors, je parle de théorie. Appliquons ça à un exemple pratique. Vous savez qu'en Belgique, il est très fréquent dans le monde de la PME qu'un dirigeant se serve un salaire trop bas par rapport à ce que lui aurait coûté un dirigeant salarié qui occuperait les mêmes fonctions. Pourquoi? Parce que peut-être le dirigeant a l'intention de rendre la solidité financière de sa société meilleure, ce type de raison. Eh bien, quand on en arrive à la valorisation, cet aspect-là, qui est donc un aspect de vouloir conforter les capitaux propres, a ce défaut qu'il donne une fausse image de quelle est la vraie rentabilité économique de l'entreprise. Si la rémunération que perçoit effectivement le gérant est de 65 000 euros, alors que quelqu'un qui aurait été payé comme salarié pour remplir les mêmes fonctions aurait été payé en prix de marché 85 000 euros, eh bien, ces 20 000, on va venir les soustraire au résultat comptable pour rejoindre le résultat économique.
De la même façon, pour citer un autre exemple que celui qui est mentionné sur ce transparent, si vous avez au cours de l'année de référence un revenu exceptionnel, donc qui par définition est un revenu qui n'est pas censé être reconduit au cours des années futures, eh bien ce revenu exceptionnel, vous allez le retraiter dans le pont pour passer du résultat comptable vers le résultat économique, de sorte à ce que le résultat économique sera plus faible à cause de cet élément exceptionnel non récurrent que l'était le résultat comptable. Donc, première idée, partir d'une performance économique qui soit fiable. La deuxième chose, c'est que cette performance économique, il faut la regarder pendant la période qui est pertinente. Pourquoi? Eh bien, pour deux raisons. La première raison, c'est que il y a pas mal d'évaluateurs ou de chefs d'entreprise en quête d'un rachat qui vont aller regarder quels ont été les résultats au cours des années passées. Mais en fait, quand vous regardez ce graphe, et on a déjà exposé l'idée, vous comprenez que ce qui est important, c'est pas tant ce qui s'est réalisé au cours des années passées pour faire la valorisation, mais c'est ce qui va se passer dans les années futures. Est-ce que ça va ou pas permettre d'avoir une plus-value, de rembourser les emprunts, etc., etc. C'est pour ça que les éléments historiques, bien sûr, il ne faut pas les ignorer, mais il faut les considérer seulement s'ils ont un caractère prédictif de ce qui va arriver ensuite. La deuxième chose qu'il faut retenir en termes de période, c'est que beaucoup d'évaluateurs font une valorisation d'entreprise en fonction de la dernière année comptable qui a été close. Alors, dans une situation comme celle qui est représentée par ce graphe, par exemple, eh bien, c'est une très très mauvaise approche. Pourquoi? Parce que, imaginons que ceci soit l'année la plus récemment close. Si vous faites une valorisation sur base de ce net cash flow de 115 milliers, eh bien, vous avez complètement surestimé la valeur de cette entreprise parce que, en moyenne, en fait, sur un cycle complet qui là s'avère être un cycle de 3 ans, sa performance moyenne était plutôt localisée par ici, à 106, 107 et non pas à 115. Donc, il est très important, quand vous allez choisir la période de référence, que vous commenciez par repérer, en fonction non pas des résultats comptables, mais des résultats économiques pertinents, s'il existe un cycle dans lequel l'entreprise s'inscrit, et vous déciderez de la période pertinente si, en appliquant le cycle en question, qui est spécifique à l'entreprise considérée. Une performance de référence pertinente, une période de référence pertinente, et enfin, une méthode de valorisation pertinente. Alors, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, les méthodes sont extrêmement nombreuses. Aucune d'entre elles n'est mauvaise, aucune d'entre elles n'est excellente. Il y a simplement des situations dans lesquelles il faut appliquer plutôt une méthode de préférence à une autre. Pour aller du plus simple vers le plus compliqué, eh bien, on commence par les méthodes dites de multiples sectoriels. Alors, vous savez, ce sont ces méthodes qui consistent à dire, eh bien, bon, vous avez ici un commerce de coiffure. Eh bien, dans la coiffure, un fonds de commerce se valorise à 1,1 fois le chiffre d'affaires annuel. Ou un fonds de commerce de boucherie-charcuterie s'évalue à 1,4 fois le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Alors, vous comprenez que cette approche de valorisation, elle est extrêmement normée. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ont fait les gens qui arrivent à cette conclusion? Ils ont regardé à quel prix moyen les fonds de commerce de coiffeurs ou de boucherie-charcuterie se sont vendus au cours d'une période. Ils ont rapporté ça au chiffre d'affaires des entreprises considérées. Ils ont fait une règle de 3 et ils sont arrivés au coefficient de 1,1, 1,3 ou que sais-je encore. Alors qu'en fait, il est clair que l'entreprise, si vous êtes vendeur, que vous allez céder, elle a une structure de coût, elle a une structure de financement qui est tout aussi importante pour savoir quel est le cash flow net qu'elle est capable de générer au cours d'une année que son chiffre d'affaires.
Donc, cette méthode des multiples sectoriels, on l'utilise généralement que pour ce que l'on appelle des micro-deals, autrement dit des cessions de fonds jusqu'à 80, 100 000 euros de valorisation, mais jamais pour des deals de taille plus importante. Une autre approche est celle de la situation nette rectifiée. Alors, elle consiste en quoi? Elle consiste à dire l'entreprise qui va être cédée, elle vaut ce que la comptabilité dit qu'elle vaut en termes de bilan, autrement dit ses actifs moins ses dettes, corrigé des plus et moins-values qu'on n'aurait pas actées dans la comptabilité. Alors, cette approche, elle est loin d'être une approche satisfaisante non plus, parce que comme je le rappelais précédemment, ce qui fait la valorisation d'une entreprise, c'est beaucoup plus sa performance que son statut en termes de bilan. Mais cette situation nette rectifiée, en fait, n'aurait de raison d'être que par rapport à une situation en liquidation. Ou alors, on l'utilise, mais seulement en complément d'une autre méthode, qui est une méthode, elle, basée sur la capitalisation des performances. Les capitalisations de performance, eh bien, ce sont toutes celles que j'ai listées dans la suite du tableau. Donc, vous reconnaîtrez des termes que vous avez certainement dû déjà rencontrer, l'EBITDA, le résultat net récurrent, le goodwill, etc., etc., jusqu'à la méthode qui est considérée être la plus sophistiquée, celle du discounted cash flow, qui correspond à cette approche du graphe où vous aviez donc côté gauche la valorisation initiale, côté droit tous les flux qui sont ensuite intervenus après la cession. Mais même cette approche du discounted cash flow n'est pas une approche parfaite parce que, par définition, eh bien, elle se base sur les budgets que vous allez établir avant d'acquérir, et ces budgets, ils résultent de ce que vous estimez que seront les années futures. Autrement dit, on est encore dans une information qui est aléatoire. Donc, une fois de plus, les méthodes, elles sont extrêmement nombreuses. Ce qu'il s'agit, c'est au cas par cas de repérer celle qui permet de faire la valorisation la plus pertinente par rapport à la situation particulière de votre entreprise. Une chose que j'aimerais passer comme message également, c'est que si vous êtes vous cédant ou acquéreur, peut-être allez-vous demander à un spécialiste, à un intermédiaire en transmission, d'établir pour vous un rapport de valorisation d'entreprise. Et alors, ce qui est important, c'est que pour être un rapport de qualité, il est indispensable que le rapport que vous allez consulter comprenne au moins les éléments suivants. D'abord, vous aurez toujours un sommaire managérial, c'est-à-dire un paragraphe de 10 lignes qui vous dira, bon, voilà quelle est ma conclusion, cette entreprise, selon l'étude que j'en ai faite, vaut 250 000 euros. Il est clair que cette information n'a aucune espèce de valeur. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas au courant de quelles sont les diligences qui ont été effectuées pour arriver à cette conclusion, eh bien, vous ne savez rien. Est-ce qu'il y a eu un audit qui a été fait du bilan de la société ou au moins une limited review? Est-ce qu'on a validé les hypothèses de projection budgétaire? Est-ce qu'on a fait des tests de raisonnabilité de ces hypothèses pour arriver à la conclusion de ce qu'a la valorisation? Ce sont toutes ces informations-ci que vous devez trouver dans le rapport pour commencer à lui accorder un crédit. Important également, il faudra que le rapport indique quelle est la méthodologie qui a été appliquée, parce que appliquer une méthodologie, c'est prendre une décision. Et cette décision, elle doit être basée sur des arguments qui tiennent la route. Donc là encore, le rapport exigeait absolument qu'il indique quelle méthode a été utilisée pour arriver aux conclusions. Et après ça, viendront toutes les annexes chiffrées que vous ne serez capable de comprendre que parce que toute l'information préliminaire aura été donnée. Je vous indiquais également tout à l'heure que il y a toujours entre la valorisation et le prix auquel l'entreprise est finalement cédée une différence. Et ce qu'il est important que vous compreniez, c'est que la première des raisons à ce que cette différence existe, c'est que, évidemment,
la valorisation est un des éléments qui importera dans la fixation du prix, mais c'est loin d'être l'élément exclusif. Si vous avez un cédant ou un acquéreur qui est pressé de clore la transaction, si vous avez un acquéreur qui exige un crédit vendeur, autrement dit qui exige du cédant qui lui accorde un crédit pour payer le prix d'acquisition, si vous, comme cédant, vous exigez à l'inverse qu'aucun licenciement n'ait lieu sauf faute grave dans l'entreprise dans les 12 mois qui suivront la transmission, eh bien, tout ceci va aussi avoir un impact sur le prix auquel l'entreprise sera cédée, en plus de la valorisation. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que avant que vous n'entriez en négociation, comme cédant ou comme acquéreur, il est extrêmement important que vous listiez tous les éléments qui vont faire l'objet d'un point de négociation. Là, vous en avez une liste qui n'est pas du tout une liste exhaustive, mais juste à titre d'illustration. Et l'idée, c'est que dans toutes ces choses qui vont faire l'objet d'une négociation, il y a ce que l'on appelle euh, une réponse pivot. Autrement dit, si je me débrouille moyennement bien comme cédant, voilà à quoi je devrais arriver. Et comme acquéreur, voilà à quoi vous souhaiteriez arriver. Vous allez considérer pour chacun des thèmes aussi la borne inférieure. Autrement dit, quel est le résultat en dessous duquel je n'accepterai pas que la transaction se réalise. Et puis aussi une borne supérieure pour vous fixer des objectifs. Et étant donné qu'il y aura une espèce de discussion marchand de tapis entre vous et celui à qui vous allez négocier, il faudra dans ce tableau que vous indiquiez quels sont pour vous les éléments stratégiques, par différence avec les éléments seulement importants et par rapport aux éléments carrément négligeables, parce que toute votre action lors des négociations consistera à obtenir un bon résultat sur les éléments que vous considérez stratégiques et que le partenaire peut-être ne considère pas lui de son côté comme stratégique, et vous allez obtenir ce bon résultat seulement en sacrifiant quelque chose sur un élément que vous considérez vous comme de moindre importance, voire pas important du tout. Donc, avant d'entrer en négociation, pour ne pas perdre, comment dirais-je, la maîtrise de ce qui va se passer, systématiquement, ayez recours à un tableau comme celui-ci. Et ce tableau sera une autre raison pour laquelle le prix et la valorisation ne seront pas identiques. Une autre chose qu'il faut comprendre sur le pourquoi de la différence entre valorisation et prix, c'est que quand vous appliquez cette méthodologie dont je vous parlais tout à l'heure, donc en termes de pertinence, eh bien, ce à quoi vous allez arriver, c'est ça. C'est la valorisation en stand-alone. Autrement dit, c'est ce que vaut l'entreprise prise isolément. Mais si vous avez un acquéreur, par exemple, ou si vous êtes un acquéreur, qui, parce qu'il a une activité qui génère des synergies avec l'entreprise qui est en vente, eh bien, en fait, le 1 de l'entreprise acquise plus le 1 de l'entreprise que vous avez déjà, ça ne va pas faire 2, mais ça va faire 3. Parce que toutes les synergies qui vont résulter du rapprochement vont améliorer la productivité de l'entreprise. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si vous êtes cédant, eh bien, vous aurez tendance à prendre autant d'informations possibles sur quel est le projet de l'acquéreur, parce que cette information qu'il vous donnera va vous permettre de booster le prix de cession finale le plus à gauche possible de cette fourchette de prix. Et ça veut aussi dire pour le cédant que, évidemment, il ne doit pas mentir sur quoi que ce soit quand il parle, pardon, quand vous êtes à la place de l'acquéreur, il ne faut pas mentir sur quoi que vous disiez au cédant, mais sachez que divulguer des informations qui ne sont pas complètement indispensables au cédant, c'est lui donner des armes qui vont l'inciter à pousser le prix de cession plutôt vers la droite que vers la gauche. Donc, soyez prudents. Je vous disais tout à l'heure, et vous comprenez pourquoi j'en parle ici,
en ceci que vous avez donc bien compris que ce qui fait surtout la valorisation d'une entreprise, c'est la performance qu'elle est capable de générer. Donc, quand vous êtes cédant, ce qui est très important, c'est que vous soyez capable, longtemps avant que la cession n'ait lieu, de mener toutes les actions requises, soit à développer une stratégie de croissance en jouant sur les forces et les opportunités de l'entreprise, soit sur une stratégie de défense, soit en réduisant les faiblesses, soit en combattant les menaces qui vont peser sur l'entreprise. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous avez dans votre SWOT simple, ça c'est un SWOT simple, repérer des opportunités telles que par exemple, bon, vous allez améliorer le délai d'encaissement de vos clients. Ça, c'est une action opérationnelle. Si vous êtes bien épaulé, si vous avez du drive pour que les choses avancent, en moins de 6 mois, l'opération sera menée et on commencera à en sentir les résultats. Si par contre, vous êtes plus dans une action en termes d'opportunité d'aller saisir un nouveau marché, un nouveau segment de marché, là, ça peut prendre jusque 2, 3 ans avant que vous tiriez les bénéfices de l'action que vous allez mener. Ça veut donc dire qu'il faut voir aussi longtemps que 2 ou 3 ans pour mettre en place tout ce que vous pouvez mettre pour booster les performances, parce que vous allez être récompensé immédiatement de cette amélioration que vous aurez réussi à obtenir. Pour vous donner une idée, on dit généralement qu'on capitalise un résultat net d'impôt avec un coefficient 6, c'est-à-dire que si vous avez 100 de résultats, vous pouvez espérer le vendre 600 en cédant la boutique. Donc vous vous rendez compte que tous les milliers que vous allez garder en boostant la performance, ils vous seront restitués x 6 lorsque vous la mettrez en vente. Et puis la deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a tout un ensemble de handicaps à la cession qui vont avoir comme conséquence soit que eh bien, votre entreprise, vous ne pourrez pas la céder, il y aura un obstacle majeur qui fera qu'elle sera incessible, soit alors elle sera cessible, mais à un prix bien inférieur au prix que vous auriez pu espérer en vidant les handicaps en question. Alors, qu'est-ce qu'on peut citer comme handicap parmi les plus fréquents? Eh bien, le premier, c'est que vous avez environ 25% des entreprises qui sont incessibles pour la simple raison que l'entreprise se résume à son entrepreneur. Autrement dit, si l'entrepreneur s'en va, eh bien, comme un flanc se dégonfle dans un four, si vous le retirez de la chaleur, eh bien, l'entreprise va s'effondrer du jour même où l'entrepreneur sera parti. Parce que tout repose sur lui. Donc, il y a des moyens de vous rendre dispensable quand vous êtes cédant. Ça passe par exemple par la rédaction de manuels de procédure, ça passe par la rédaction de dossiers permanents sur comment l'entreprise fonctionne, ça passe par une délégation en temps utile à des personnes de confiance parmi vos cadres qui permettra que l'entreprise subsiste à votre départ en tant qu'entrepreneur. Un autre handicap qui est fréquent, c'est que si vous avez une entreprise dont le fonds de commerce vaut 100 et que cette entreprise est également propriétaire d'immobilier aussi pour 100 et qui ne sont pas complètement utiles à l'activité commerciale, eh bien, vous trouverez 10 acquéreurs qui seront d'accord pour acheter à 100, vous n'en trouverez plus qu'un qui sera d'accord pour acheter à 200. Donc ça veut dire que pour avoir un maximum de chances d'avoir des offres, il faut que vous sépariez dans le patrimoine de votre société les éléments patrimoniaux, l'immobilier par exemple, de l'élément business. Il y a tout un ensemble de techniques juridiques telles que par exemple des apports partiels d'actifs ou ce type de choses qui permettent d'obtenir de pareils résultats avec une facture fiscale relativement indolore. Autre chose qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que si vous vous présentez pour une cession d'entreprise alors que vous avez un contrat, par exemple, avec votre plus gros client qui représente 60% du chiffre d'affaires, qui arrive à échéance dans 3 mois, l'acquéreur va évidemment vous dire, parce qu'il n'est pas idiot, écoutez, vous êtes en train de me vendre de l'aléatoire, puisque peut-être dans 3 mois,
60% du chiffre aura disparu. Donc, il est important qu'avant de vous engager dans des négociations, vous renouveliez ces licences, ces contrats stratégiques pour ne pas affronter ce type de risque. De la même façon, et pour la même raison, il faut essayer de sortir des litiges prud'homaux, fiscaux, que sais-je encore, de vous débarrasser de tout ce que vous avez donné comme garantie financière pour que ces handicaps à la cession, que la liste en soit devenue nulle lorsque vous vous engagez dans une négociation. Un autre point dont je souhaiterais également vous parler, c'est celui des trucs. Alors les trucs, c'est quoi? Ben, c'est des choses qu'enseigne l'expérience et que l'on rencontre de manière récurrente, opération après opération. Le premier de ces trucs, c'est que quand vous êtes dans une acquisition ou une cession, vous devez être capable de raconter une histoire derrière chaque chiffre que vous utilisez. Des chiffres, vous allez en être bombardé, des chiffres comptables, des chiffres de parts de marché, de chiffres d'affaires, etc. Mettez une histoire derrière chaque chiffre. Si par exemple vous avez la marge de l'entreprise qui a diminué au cours d'une certaine période, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le chiffre d'affaires de l'entreprise a baissé? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un fournisseur qui devient envahissant et qu'il a tellement pas de part de marché qu'il est en train d'imposer ses prix? Vous devez connaître l'histoire, parce que si vous ne connaissez pas l'histoire, vous n'êtes pas capable de prédire l'avenir. Deuxième point, il faut que vous connaissiez votre dossier comme cédant ou comme acquéreur, mieux encore que les consultants que vous utilisez. Pourquoi? Parce que le fait d'utiliser un consultant, ça n'est pas une excuse pour rater un point essentiel du deal que vous êtes en train de signer. N'oubliez pas que ce deal, c'est le vôtre avant tout. Donc, les consultants, utilisez-les quand vous avez une bonne compétence à obtenir d'eux. Ça n'empêche que c'est votre deal à vous et que vous en êtes responsable. La troisième chose, en termes de trucs à retenir, c'est que une mauvaise affaire, eh bien, c'est une mauvaise affaire, même si elle est proposée à un bon prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes face à une entreprise qui n'a aucun espèce d'avantage concurrentiel durable, quand bien même vous l'achèteriez 10% en dessous du prix qu'elle vaut vraiment, ben, ça n'a aucun intérêt parce que finalement, un jour ou l'autre, il y a un concurrent qui va se pointer et qui va réduire tous vos espoirs de futur cash flow à néant. Donc, quand vous êtes dans une situation comme celle-ci, un bon prix, mais par rapport à une entreprise qui n'a pas d'avantage concurrentiel durable, laissez tomber, passez à une autre cible, vous êtes en train de perdre votre temps sinon. Et la quatrième chose que je souhaiterais vous signaler, c'est que, imaginons que vous soyez un cédant extraordinairement compétent en termes de négociation et que vous arriviez à convaincre l'acheteur d'acheter 120, ce qui en fait n'en vaut que 100, eh bien, ce qui va se passer, c'est que sans doute ensuite, l'acquéreur en question va devoir obtenir un financement de la part de sa banque. Et quand il présentera le dossier où il s'engage à acheter 120, ce que la banque considérera ne valoir pas plus que 100, ben la banque se dira, moi je n'ai aucun intérêt à financer un projet qui va sans doute capoter rapidement, donc je n'octroie pas le financement demandé par mon client acquéreur. Quelle conclusion on en tire? Bien, vous aurez perdu 2 ou 3 mois de négociation, tout ça pour finalement un résultat nul puisque la transaction n'aura pas lieu, l'obtention d'un crédit étant toujours une condition suspensive à la signature de l'accord d'un contrat de cession d'actions. Donc, soyez gourmand, soyez habile, mais n'oubliez pas que la banque pourrait bien être à la fin le juge qui décidera si la transaction aura lieu ou pas. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Nous en sommes déjà à 45 minutes, donc on est dans un bon timing pour l'instant. Est-ce que vous auriez des questions? Je pense que vous êtes très bien comme vous êtes. Allô, est-ce que vous auriez des questions, s'il vous plaît? Alors, il y a des questions ici dans le chat. Oui. Alors, je les prends.
avant de s'engager dans la vente, qui peut évaluer ce que l'on peut demander pour son entreprise? Qui peut Donc, qui est la évaluer? personne qui peut évaluer ça? Ah oui, ben écoutez, c'est le rôle en fait des gens qui sont labellisés par des organismes comme les chèques entreprises en Wallonie comme étant compétents à effectuer une valorisation. Il est clair que si vous êtes cédant, autrement dit, vous avez une entreprise déjà dans laquelle vous travaillez, il y a un interlocuteur dont les compétences comptables sont incontestables, c'est votre expert comptable. Il n'y a pas, si vous voulez, dans le cursus d'expert comptable, des formations qui lui permettent de couvrir l'intégralité, l'exhaustivité de la session de l'entreprise. Il n'est pas formé à négocier, il n'est pas formé à ce type de choses, il n'est pas formé à rechercher des bonnes cibles. Mais par contre, un expert comptable est une personne qui a des bases théoriques et peut-être pratiques si il a déjà une expérience forte de la valorisation à son actif, de vous aider dans la valorisation de votre entreprise. Mais une fois de plus, en principe, ce sont les intermédiaires en transmission qui sont les mieux placés parce que, comme vous l'avez compris, par exemple, faire une valorisation, imaginons par exemple que l'on fasse une valorisation vis-à-vis d'un cédant et que cette valorisation ne satisfait pas le cédant. Qu'est-ce qu'il va falloir lui proposer? Il va falloir lui proposer de passer par le SWOT ou par le SWOT croisé pour décider quelles actions il va falloir mener dans l'année ou les 2, 3 années qui viennent pour booster la profitabilité et pour avoir une performance qui soit meilleure, de sorte que la capitalisation de cette performance va arriver à un prix de cession qui lui conviendra davantage. Et là, effectivement, les experts comptables ne sont pas véritablement formés à ce type d'exercice. Mais pour une valorisation sur base historique, par exemple, je suis moi-même expert comptable à la base et j'ai évolué vers l'intermédiation en termes de cession par choix personnel. Et mes compétences d'expert comptable me sont très utiles dans les phases de valorisation. Une autre question? Y a-t-il d'autres questions? Allô? Vous Pardon, mon m'entendez? micro a été coupé. Ah, excusez-moi, allez-y. Alors, comment tenir dans la valorisation? Pardon, comment tenir dans la valorisation? Comment tenir compte du Covid dans la valorisation, de la période Covid dans Ah, la valorisation? je comprends. Alors, ce que l'on a constaté, si vous voulez, au cours de l'année 2020, où est intervenu ce Covid, c'est que il y a eu beaucoup moins d'appétit de la part des acquéreurs et que ceci s'est traduit par une baisse des fameux coefficients de performance. En ceci que dans le courant de 2019, avant Covid, on avait des taux de capitalisation des EBITDA qui étaient plutôt vers 4,6, 4,7, alors que post-Covid, on est tombé à 4,3. Pourquoi? Eh bien parce que le Covid, ça induit de l'aléa et les investisseurs ne craignent rien de plus que l'aléa. Et donc, ça s'est traduit par une baisse de l'investissement qu'ils étaient désireux de faire pour acquérir les entreprises. Maintenant, je dirais que cet effet est largement dépassé. Pourquoi? Parce que, eh bien, je trouve que les entreprises ont été exemplaires pendant cette période de Covid. Elles ont vraiment mis en place beaucoup plus de vecteurs de communication commerciaux, de ressources humaines, etc., Internet. Et donc, euh, tout le monde pense que le Covid impactera toujours les valorisations parce qu'il a provoqué une baisse de situation nette faute de l'activité suffisante, mais que sur un moyen terme et encore plus sur un long terme, on est complètement reparti de l'avant et les valorisations devraient à nouveau progresser, sans doute dès 2021.
Merci. Alors, une autre question. Quelle garantie pouvons-nous demander en tant que cédant et cessionnaire? Alors, les garanties, si vous voulez, commençons par le cédant. Ça, c'est plus une approche de nature juridique. Ce qu'il faut, si vous voulez, c'est s'assurer que les informations sur base desquelles vous avez pris la décision d'acquérir sont fiables. Et ça se traduit juridiquement par ce que l'on appelle la clause de garantie de passif, c'est-à-dire que s'il y a n'importe quel élément qui existait lorsque les transactions ont eu lieu, mais que le cédant, soit par ignorance, soit par malveillance, a décidé de ne pas révéler à l'acquéreur, eh bien, l'impact de ceci sera corrigé parce que le prix de cession devra partiellement être remboursé à hauteur de la valorisation de l'impact de ce qui n'a pas été dévoilé à l'acquéreur. Donc ça, c'est l'essentiel pour les acquéreurs, avoir une clause de garantie de passif qui soit béton. Au niveau des cédants, eh bien, je dirais que les garanties existent plus quand on est dans le cadre, je dirais, par exemple, d'un crédit vendeur. Si votre acheteur, parce qu'il n'a pas les moyens ou parce que sa banque l'exige, propose qu'une partie du prix ne soit payée au cédant que, par exemple, à l'issue d'une période de 12 mois, eh bien, évidemment, comme cédant, vous courez le risque que cette partie du prix ne vous soit jamais payée. Et là, ce que l'on fera généralement, c'est qu'on exigera que cette partie différée du paiement soit couverte par une caution bancaire solidaire. C'est-à-dire que si le cédant ne respecte pas son échéance, eh bien, à première demande, vous pourrez demander à la banque qui aura donné sa caution solidaire de payer à sa place. Merci. Alors, une personne qui demande que pensez-vous des crédits vendeurs? Les crédits vendeurs, si vous voulez, il faut savoir que ce sont des choses qui. Alors, est-ce que je vais peut-être rappeler ce qu'est un crédit vendeur, même si en fait j'ai effleuré le sujet juste auparavant. Donc, crédit vendeur, comprenez ceci comme un prix agréé par le cédant et l'acquéreur, mais un crédit vendeur est accordé par le cédant sur une partie de ce prix, de sorte à ce que cette partie-ci ne sera payée qu'au bout de 12 ou 24 ou 36 mois. Donc ça, c'est la définition. Ce qu'il faut savoir, c'est que les crédits vendeurs, aujourd'hui, quand vous regardez la généralité des transactions, demeurent minoritaires, c'est-à-dire que la majorité des transactions se réalisent encore aujourd'hui avec un prix qui est payé à 100% au transfert des actions. De la même façon que c'est une minorité de deals qui aujourd'hui inclut une clause de earn-out. Les prix généralement sont définitivement figés au jour où on signe le contrat. Il n'empêche que la tendance pour le futur est que de plus en plus, ces crédits vendeurs seront présents. On estime en 2021 qu'on sera à un minimum de 35% de cessions d'actions qui se feront avec crédit vendeur et ça progressera encore dans les années qui viennent. Aussi parce que pour une banque, quand une banque est sollicitée pour financer un rachat d'entreprise, eh bien, la banque voit d'un très bon œil que le cédant accorde un crédit vendeur parce que pour elle, c'est le signe que ce vendeur a vraiment confiance dans les futures performances qu'aura l'entreprise. Et donc, c'est pour elle un signe très positif qu'elle est en train d'engager des fonds dans une entreprise qui est avec un risque tout à fait raisonnable. Donc c'est ça la réalité. Pour l'instant, c'est minoritaire, le crédit vendeur, mais ça progresse toujours en termes de pourcentage année après année. Moi, je conseille, si vous voulez, quand on est cédant et qu'on a envie de passer à autre chose, d'accorder un crédit vendeur, mais avec une borne, autrement dit peut-être jamais plus que 20% du prix total de cession, et une borne également dans le temps, autrement dit ne pas dépasser les 12 ou au grand maximum 24 mois pour que l'intégralité du prix de cession ait été effectivement réglée. Merci. Alors, peut-on évaluer le coût d'une évaluation?
Alors, le coût d'une évaluation, je vais d'abord répondre en brut et ensuite répondre en net. En brut, si vous souhaitez faire une évaluation, eh bien, il y aura deux cas d'espèce. Soit vous allez travailler avec un intermédiaire qui travaillera en régie, et dans ce cas, une évaluation stricto sensu, donc sans parler de tous les autres services de la phase préliminaire. La stricte valorisation, en principe, c'est une question de 3 jours hommes, donc approximativement un budget de l'ordre de 2500 à 2800 euros. Ou alors, vous allez travailler avec un intermédiaire qui acceptera de n'être rémunéré qu'au success fee. Autrement dit, cet intermédiaire va vous dire, soit je travaille, si je travaille pendant au success fee, eh bien, si je n'arrive pas à ce que l'entreprise soit achetée ou vendue, je ne toucherai pas mon success fee, et donc tout ce que j'aurai fait, eh bien, ne coûtera rien à celui qui m'a sollicité. Ce sera la deuxième option quand vous travaillez en pur success fee. Donc ça, c'est pour le brut avec deux possibilités. Et puis, pour passer au net, eh bien, il faut que vous sachiez qu'à Bruxelles, région de Bruxelles-Capitale, l'acquéreur, dans des conditions restrictives, a droit à des subsides de 60% du coût de l'évaluation. Une fois de plus, je ne vais pas rappeler ici, ce n'est pas l'objet de cette présentation, toutes ces conditions. Et en gros, sachez que ça ne vaut quand même que pour les entreprises d'une certaine taille, plus de 2 millions de chiffre d'affaires et au moins 3 équivalents temps plein en termes de salariés. Par contre, pour le cédant, eh bien, si vous demandez une évaluation, la région de Bruxelles-Capitale n'accorde pas de subside. Et alors, vous avez la région wallonne où, pour tout ce qui est phase préliminaire, c'est dans la phase préliminaire qu'aura lieu l'évaluation, eh bien, vous avez un subside qui est de 70% du coût total de la valorisation, à condition que vous utilisiez ce que l'on appelle un prestataire labellisé, autrement dit quelqu'un qui a passé certains tests pour démontrer sa compétence à faire une valorisation sérieuse. Donc les sociétés comme la mienne, évidemment, est labellisée auprès de chaque entreprise Wallonie pour être admis à faire des valorisations et à ce que ces valorisations soient payées à hauteur de 70% par la région wallonne. Merci. Est-ce que j'ai été clair? Pour moi, oui. Maintenant, on verra s'il y a des personnes qui reviennent sur cette question. Alors, une autre question. Où trouver les multiples d'EBITDA pour la Belgique en fonction du secteur? Alors, les multiples d'EBITDA, vous allez avoir par exemple des rapports établis par la SOAccess ou établis par la SOAccess en collaboration avec la Vlerick Business School qui vous donnent secteur par secteur quels sont en fait les multiples d'EBITDA. Et en fait, il apparaît tous les ans, par exemple, que des secteurs à forte technologie, comme la chimie, l'industrie pharmaceutique, sont à des multiples d'EBITDA qui dépassent 9, alors que des secteurs où il n'y a pas cette concentration technologique sont à des multiples d'EBITDA qui sont plus proches de 5,5. Et donc, vous avez comme ça, secteur par secteur, un relevé statistique de quels ont été les multiples d'EBITDA lors de l'année la plus récemment close. Si vous ne trouvez pas ces multiples d'EBITDA, j'ai personnellement bien sûr les rapports considérés et je pourrais vous communiquer ce tableau sectoriel. Merci. Alors, vous avez parlé séparation patrimoniale business. Est-ce que vous pourriez un peu développer? Oui, bien sûr. Alors, vous avez compris l'idée, hein. L'idée, c'est que si vous avez dans le patrimoine de votre société et un fonds de commerce et aussi de l'immobilier pour une question historique, mais un immobilier qui n'est pas nécessairement requis par le fonds de commerce, eh bien, le problème est que si l'un vaut 100 et que l'autre vaut 100, vous aurez beaucoup d'acquéreurs pour le fonds de commerce et intéressés seulement par le fonds de commerce, prêts à payer 100, mais extrêmement peu prêts à payer 200. Donc, pour surmonter cette difficulté, ce qu'il faut, c'est créer par exemple une société civile immobilière
allez par un apport partiel de branche immobilière apporter votre immeuble à cette société immobilière par un cheminement juridique et fiscal optimisé qui vous permettra de ne plus laisser au niveau de la société opérationnelle que le fonds de commerce, autrement dit que l'élément qui intéresse les 10 acquéreurs. Et à travers cette opération de apport partiel de branche, puis ensuite des réductions de capital ou des distributions de dividendes sous forme d'actifs figurant au bilan, on arrive à minorer la note que ça représente en termes de fiscalisation. Merci. Alors, ici, j'ai une question un peu plus technique. Une personne qui demande si c'est pertinent de sommer la méthode de l'actif net et la méthode du multiple de l'EBITDA. Donc après, il donne un exemple, mais il se demande si c'est pas un peu un doublon, en fait. Alors, il a absolument raison. C'est effectivement, en quelque sorte, un doublon, parce que quand vous y réfléchissez, par quoi est-ce que l'EBITDA est généré? Eh bien, l'EBITDA, il est généré par l'activité, mais aussi par tous les éléments actifs, long terme, actifs, court terme, capitaux, long terme et capitaux court terme, qui existent dans l'entreprise. Donc, si vous sommez un multiple d'EBITDA avec la situation nette, d'une certaine façon, vous allez compter 2 fois le paramètre situation nette. Parce qu'il est déjà censé avoir impacté favorablement l'EBITDA multiplié par le coefficient de capitalisation qui est aujourd'hui de 4,4, 4,5. Donc, cette méthode, elle a un certain fondement, mais la plupart du temps, par exemple, eh bien, on ne retient de la situation nette que les éléments de l'actif et du passif circulant. On ne retient pas les immobilisations, justement pour éviter que la situation nette soit prise en compte 2 fois. Donc, on doit procéder à des correctifs vis-à-vis de cette sommation un peu brutale. Merci. Une personne qui demande si vous savez donner plus ou moins l'ordre de grandeur du tarif d'un intermédiaire en transmission. Bah, oui, effectivement. Alors, je vous ai parlé des subsides, hein, donc n'oubliez pas ces subsides parce qu'elles ont comme conséquence souvent de diviser la note par plus que 2. Mais en gros, une personne qui a une pratique de longue date de la transmission d'entreprise percevra, s'il travaille en régie, autrement dit sur base horaire, à des taux qui, dépendant de l'importance de l'entreprise, varieront entre 800 et 1100 euros la journée de prestation. Et si vous optez pour une approche parce que vous ne voulez courir aucun risque dans l'hypothèse où la session ne serait pas un succès et que vous allez donc vers plutôt un success fee, généralement les success fees sont de l'ordre de 7 à 10% de la valeur de la transaction, autrement dit du prix auquel les actions seront cédées. Et puis, vous avez tout un ensemble de formules intermédiaires où vous avez un success fee moindre que les 7 à 11% que je vous citais, à condition qu'il y ait aussi une reconnaissance du travail en régie, mais à un moindre taux journalier que les 800 à 1100 dont je vous parlais juste avant. Merci. Alors, une personne qui souhaite savoir qui doit payer l'intermédiaire pour le rapport de valorisation, est-ce que c'est le cédant ou le cessionnaire? Ben, si vous voulez, en principe, chacun vient avec son équipe. C'est-à-dire que quand vous êtes cédant, il est clair que vous allez avoir un intermédiaire qui va faire toutes les étapes de valorisation, de communication pertinente, puis ensuite de négociation. Mais quand vous êtes acquéreur, il n'est pas déontologiquement sain que l'intermédiaire du cédant soit le seul qui donne des conseils pour la transaction. Parce qu'a priori, il est juge et partie. Donc en fait, chacun, et c'est la solution, je dirais, en termes d'indépendance qui est la meilleure, vient avec son propre intermédiaire, qu'il rémunère. Merci.
Alors, dans le cas d'un vendor loan, le transfert des actions se fait-il au prorata des paiements? Non. Le vendor's loan est une question de financement. Autrement dit, la transaction, elle porte sur l'intégralité de son objet, l'intégralité du capital social, donc 100% des actions. Le vendor's loan, en fait, n'a comme conséquence que comment vont s'organiser les modalités de règlement. Ceci étant dit, on est en droit contractuel, donc la situation sera ce que votre contrat aura décidé. Si vous décidez que, faute de respecter le vendor's loan à ses dates de maturité, eh bien l'acquéreur devra restituer les actions non payées, voire même au-delà du pourcentage des actions qu'il n'aura finalement pas payées. Contractuellement, vous êtes en droit de proposer quelque chose de cette nature. Mais c'est, comment dirais-je, une situation difficile à mettre en œuvre, compliquée, parce que si vous allez céder votre entreprise, rien ne dit que vous aurez envie dans un an, alors que vous êtes passé à toute autre chose, de vous voir restituer une partie des actions, parce que quand vous aurez récupéré 25% des actions, qu'est-ce que vous allez en faire? Quel va être un autre acquéreur intéressé d'acheter une part minoritaire alors que l'autre aura 75% des actions? Donc, la réponse est celle-ci. Il y a moyen, comment dirais-je, contractuellement de l'aménager, mais les aménagements contractuels pertinents et efficaces sont vraiment durs à trouver. Merci. Alors, l'EBITDA génère du cash, de l'actif circulant. Faut-il valoriser le cash même si nous utilisons une méthode de multiples d'EBITDA? Bah, si vous utilisez une méthode, par exemple, où vous allez tenir compte en partie de la situation nette, eh bien, en plus de la capitalisation des EBITDA, évidemment, le cash dans l'entreprise va venir nourrir cette situation nette. Donc, il y aura bien l'un et l'autre qui seront considérés. Et puis, n'oubliez pas que l'EBITDA, euh, c'est une notion qui est souvent mal utilisée par beaucoup de personnes qui considèrent que l'EBITDA, c'est en fait le résultat net de l'entreprise augmenté de ces éléments de charges non décaissés, les amortissements et les provisions. Mais en fait, le vrai EBITDA, il est aussi fonction de comment le besoin en fonds de roulement va évoluer. Si vous avez effectivement mieux encaissé au cours d'une certaine année, de sorte à ce que vous avez moins de créances clients à la fin de cette année que vous en aviez à la fin de l'année précédente, eh bien tout ceci va venir nourrir le cash flow et donc indirectement nourrir les l'EBITDA également. Et alors, dernière question, pouvons-nous vous engager comme consultant pour approfondir des dossiers? C'est fortement recommandé. Voilà, Non, c'est toutes les questions que j'ai. effectivement, comme je vous le disais, moi je travaille depuis, après avoir travaillé comme expert comptable et consultant dans des boîtes comme KPMG ou PricewaterhouseCoopers, je travaille dans l'intermédiation depuis 10 ans, tant pour des cédants que pour des acquéreurs, à leur choix en success fee ou en régie. Et je serai évidemment extrêmement honoré de travailler pour votre projet. Sachez en tout état de cause que la première réunion que nous aurons, qui sera essentiellement destinée à valider que j'apporte vraiment des compétences qui pourront vous être utiles, est une réunion qui n'est jamais facturée. La facturation ne peut évidemment commencer que lorsque je commence vraiment à produire quelque chose d'utile. Merci. Ben voilà, c'est toutes les questions que j'ai eues. Bien. Alors, il est actuellement 13, donc peut-être va-t-on renoncer à faire les deux exercices. Je pense que des deux exercices que je vous avais proposés, autrement dit le SWOT croisé ou la valorisation est sans doute celle qui vous est, qui vous est en termes d'exercice le plus indispensable. Donc je vous propose que nous y passions maintenant. Et nous allons donc en fait, ni plus ni moins, appliquer cette méthode
dont je vous ai exposé la logique au cours du PowerPoint. Donc, imaginez une entreprise qui vend, par exemple de l'accessoire de mode. Donc, des foulards, ce genre de choses, des habits taille unique, des petits bijoux fantaisie, ce genre de choses. Et que les trends de cette entreprise soient représentés par son compte de résultat. Donc là, nous sommes d'accord, on a un compte de résultat comptable, pas encore un compte de résultat retraité, qui montre qu'en fait, bon, on a l'impression qu'il y a un trend de chiffre d'affaires qui va vers l'augmentation, mais quand on regarde par exemple le résultat net d'impôt, ben, le trend est beaucoup moins évident, puisqu'on partait d'une somme importante, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, donc fluctuation au niveau de la rentabilité. Autre information importante quant à cette entreprise, c'est qu'elle a une filiale à Chypre qui, comme vous le savez, est un paradis fiscal, où le taux d'impôt société est de 12,5%, et le gérant de l'entreprise, pour localiser la plus grosse partie possible du résultat groupe dans une juridiction où elle est moins taxée qu'en Belgique, eh bien, il a décidé d'acheter plus cher à sa filiale chypriote les marchandises, comme ça, eh bien, c'est à Chypre que l'excédent de profit sera taxé, alors qu'en Belgique, on aura en fait création d'une charge excédentaire qui viendra, elle, minorer la base taxable en Belgique à un taux plus important. Autre information, le gérant se rémunère 5 000 € par mois, alors que le salaire de marché pour une position similaire et des responsabilités similaires est de 8 000. Et quand on regarde un peu les frais de protocole, donc les frais de restaurant, de voyage, de déplacement, ce genre de choses, on se rend compte qu'il y en a environ la moitié, ce qui arrive très fréquemment dans les PME, qui en fait est plutôt à usage personnel. Et donc, ce que je vous propose, c'est que l'on parcourt les 3 étapes de valorisation, le pont pour avoir un résultat pertinent, la période pertinente et la valorisation finale. Et donc, dommage que nous ne puissions pas le faire avec vous, mais puisque je suis le seul qui ait un accès, je vais le faire à votre place. Et je vous pose la question, on sait que les marchandises vendues sont achetées à partir d'un paradis fiscal situé à Chypre. Pour connaître la vraie performance économique, comment est-ce qu'il faut corriger ce résultat comptable de 513 000 de coûts d'achat? Eh bien, quand on y réfléchit, si cette entreprise n'était pas dans un groupe et que le lendemain de sa sortie du groupe, elle allait acheter ces mêmes marchandises à un fournisseur local, elle les achèterait 10% moins cher. Ça veut dire que l'on sait déjà que la correction que l'on va apporter ici va venir diminuer le coût des ventes et augmenter la marge brute. Et de combien? Eh bien, on sait que la correction, en fait, elle est de 10% du montant des achats. Et que si on avait acheté à une entreprise indépendante, ça n'est pas 513 000 que l'on aurait payé, c'est 462. D'où une amélioration de la marge. Deuxième question, l'entrepreneur se rémunère 5 000, là où son salaire de marché est en fait de 8. La question, c'est, la comptabilité nous donne un chiffre de rémunération de 114 000. La rémunération de marché, en fait, quelle est-elle? Eh bien, elle est à hauteur de 3/8 supérieure à ce montant. Je répète, égale ceci. Et là,
puisque ce qu'il aurait dû percevoir en prix de marché est supérieur à la rémunération effective qu'il se verse, eh bien, au contraire de la correction sur le coût d'achat des ventes, ça va venir détériorer son compte de résultat. Et on nous dit par ailleurs que la moitié de ces frais de protocole est à usage personnel. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que la correction que l'on doit apporter, elle est de moitié, de sorte à ce que les charges de protocole qui vraiment sont utiles à l'entreprise ne sont que de 22 586. Donc, on en arrive à cette conclusion que on a gagné quelque chose en termes de rentabilité sur le coût d'achat des ventes, on a perdu sur le coût de la rémunération des gérants et on a gagné également sur les frais de protocole. Ce qui permet en fait d'arriver à cette conclusion que le résultat pertinent qu'on va utiliser pour la valorisation, il est quand même de plus de 30% supérieur au résultat qu'affichait la comptabilité. Premier point. La période pertinente, maintenant, j'ai rappelé ici quels étaient les chiffres d'affaires de la période 2015-2021 que l'on retrouve donc au niveau de ce tableau et au niveau des résultats nets d'impôts que l'on retrouve donc au niveau du pont qui figure ici. Est-ce que l'on voit dans ces courbes qui représentent donc les chiffres ci-dessus un cycle économique? Pas vraiment. On voit que le chiffre d'affaires a une tendance à l'augmentation, tendance qui n'est même pas claire du tout au niveau de la rentabilité. Donc on ne peut pas dire ici, comme on l'avait dans l'exemple du PowerPoint, qu'on a clairement un cycle de 3 ans qui se répercute d'année en année. Donc une conclusion fondée serait de dire ici que la performance que l'on va retenir pour faire la valorisation, eh bien, le plus logique serait de retenir la plus récente dont nous ayons connaissance. Maintenant, quand on passe à la troisième étape, la valorisation, qu'est-ce que l'on va dire? Eh bien, on va dire, OK, ce que l'on va retenir, c'est, je vais déplacer ceci, voilà, c'est une méthode de valorisation qui va cumuler la situation nette à la performance annuelle que divise le taux de risque intrinsèque. Quelle est la logique ici? C'est de dire, quand vous recevez 100 de votre banquier à un taux de 1%, ça veut dire que la somme que vous lui avez confiée, c'est 100 que divise 1%, autrement dit, c'est 10 000. Là, pareil, on va trouver la valorisation d'entreprise qui correspond aux 10 000 prêtés au banquier en divisant ce qu'elle génère comme performance par le taux qui serait donc le taux de 1% dans l'exemple de la banque. Et pour connaître en fait ce taux de risque intrinsèque, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on tient compte du taux au lot, autrement dit de à quel taux sont rémunérées les obligations de l'État belge à 10 ans ou à 8 ans, qui est considéré être le taux minimum que l'on obtient quand on fait un placement sans risque, au taux qui est spécifique à l'entreprise considérée. Et ce taux, on va le calculer sur des critères tels que la liquidité des actions, le contexte global, la force concurrentielle. Pour entrer dans le détail, eh bien, on est en train de céder une PME. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous cédez des actions d'une société cotée, il est clair que si cette société se porte mal, vous pouvez vendre vos actions le lendemain. Donc, vous n'êtes jamais prisonnier de ces actions. S'agissant d'une PME, si vous investissez maintenant, il est clair que vous n'allez pas pouvoir céder aussi vite que ça. Donc là, on considérera qu'il y a un risque fort. Autre critère, quel est le contexte économique global? Actuellement, quand vous regardez à quel point les bourses mondiales sont dans une espèce de stade d'euphorie, on est dans une reprise post-Covid. Donc, le Covid peut bien réapparaître à travers une nouvelle vague. On est dans une période de reprise, donc on pourrait considérer que le risque ici est moyen.
L'industrie spécifique, l'accessoire de mode, c'est quelque chose où il y a eu un déplacement des centres d'achat, beaucoup plus vers Internet qu'il y a 10 ans. Mais quand vous regardez le marché global de l'accessoire de mode, en fait, il est extrêmement stable au cours des temps. Donc, risque moyen. La force concurrentielle, autrement dit, comment l'entreprise, est-ce que votre entreprise domine ou est dominée par, par rapport à ses compétiteurs? Là, on est dans une situation où l'essentiel de ses ventes se font grâce au fait que les marchandises qu'elle vend sont des marchandises exclusives. Donc ça veut dire qu'on est plutôt dans un taux de risque bas, que je vais donc porter ici. Ensuite, autre facteur pour juger de son taux de risque, est-ce qu'elle est dépendante de ses clients? Est-ce qu'elle est dépendante de ses fournisseurs? Ou est-ce que ses clients et fournisseurs sont dépendants d'elle? Là, on est dans une situation moyenne où en fait, chacun est libre d'aller vers un autre fournisseur ou un autre client s'il n'y trouve plus son compte. Les qualités des ressources humaines dans cette entreprise n'ont rien d'exceptionnel, rien de catastrophique non plus, donc on va rester vers un risque moyen. Et en termes de solidité financière, c'est une entreprise qui a une trésorerie positive, aucun emprunt, donc on peut considérer que son taux en termes de risque financier est plutôt en dessous de la moyenne. Et ayant fait ceci, vous arrivez à un taux de risque intrinsèque de 12, là où la moyenne, si vous mettez 1 partout dans la colonne moyen, vous arrivez à 14. Le taux de risque de cette entreprise est un peu plus bas que la moyenne des entreprises comparables. Et donc, qu'est-ce que vous allez obtenir comme valorisation? La situation nette la plus récente, à laquelle vous allez ajouter la capitalisation au taux de 13% du montant le plus récent de 92 904, vous pouvez avancer une valorisation d'environ 750 760 000 euros pour une entreprise comme celle-ci. Est-ce que vous pourriez signaler si vous avez réussi à ancrer, à travers cet exemple, un petit peu de tout ce dont on a parlé depuis 1 heure? Si vous pouviez faire un signe à l'animateur pour lui dire si effectivement c'est clair pour vous. Oui, j'ai une personne qui me dit que c'est très clair. Bon. Une deuxième aussi. Alors, une personne qui demande le taux d'actualisation n'est-il pas trop élevé? Si vous voulez, le taux d'actualisation ne semble pas si élevé que ça, parce que si vous arrivez à un taux de l'ordre de 14%, ça veut dire que en tant qu'investisseur, vous espérez que vous aurez récupéré vos fonds sur un nombre d'années qui sera approximativement de 100 sur 14, autrement dit de entre 7 et 8 ans. Donc ce taux ne paraît pas ne pas tenir la route. Il a du sens. Et c'est vrai que plus vous aurez un taux important, et plus la valorisation sera basse. Pas d'autres Voilà, questions, ça a l'air assez clair pour tout le monde. parfait. Eh bien, en ce qui me concerne, je pense en avoir terminé avec la présentation. Je vérifie simplement. Oui, il est 15h28, donc c'est miraculeux. On arrive juste à l'issue de l'heure 30 que nous nous étions accordés. Voilà, c'est magnifique. Merci en tout cas pour cette session. Voilà, il y a les coordonnées qui s'affichent si jamais vous voulez contacter Monsieur Bogman. Donc n'hésitez pas à le contacter si vous avez d'autres questions. Et merci beaucoup en tout cas pour cette session. C'était très très intéressant et merci à tous les participants d'avoir écouté. Oui, je vous remercie. Je vois que vous êtes encore 27 sur les 34 que nous avions au début. Donc, merci d'avoir été attentif jusqu'au bout. Voilà, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi. Excellent après-midi à vous. Au revoir. Au revoir.